Je vais commencer par une vérité qui fait mal parce qu'elle touche à l'un des derniers tabous familiaux. Quand un enfant adulte coupe les ponts avec ses parents, ce n'est presque jamais parce qu'il est devenu froid, ingrat, manipulé par son conjoint ou soudainement contaminé par une mode psychologique venue d'Internet. Ça, c'est l'explication confortable, très pratique. Elle permet de ne rien regarder. Elle permet de dire les jeunes exagèrent, même quand l'enfant a 50 ans, 2 enfants, un prêt immobilier et une tendinite au coude. Donc, jeune, oui, mais avec option mutuelle santé renforcée. La révélation clinique que je veux partager avec toi aujourd'hui est plus difficile, mais beaucoup plus utile. Un enfant adulte coupe rarement les ponts pour punir. Le plus souvent, il coupe les ponts parce qu'il n'arrive plus à survivre psychiquement dans le lien tel qu'il existe. Il ne coupe pas toujours par haine, parfois il coupe pour respirer. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais démonter avec toi un mythe familial très puissant, celui qui dit que le lien du sang doit tout supporter. Non, le lien du sang n'est pas une autorisation permanente à blesser. Être parent donne une responsabilité immense, pas un droit illimité sur l'âme de son enfant. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à construire un amour sain, un amour rationnel, un amour qui ne confond pas loyauté et autodestruction. Et dis-moi en commentaire si un jour tu as déjà ressenti cette phrase dans ton corps: je les aime peu, être, mais je ne peux plus rester comme ça. Écris simplement: j'ai connu cette limite. Tu verras, parfois, nommer une limite permet déjà de cesser de la vivre comme une faute. Et si ce que je vais te dire aujourd'hui résonne en toi, sache que j'ai rassemblé tout ce travail dans un e-book que j'appelle Briser par Design. Tu trouveras le lien pour l'obtenir dans la description ou dans le commentaire épinglé juste en dessous. Ce n'est pas un guide pour accuser tes parents, ni pour distribuer des verdicts familiaux comme des contraventions. C'est un chemin pour comprendre les blessures d'attachement, les silences, les loyautés invisibles et reconstruire un rapport plus sain à toi-même, même quand le lien familial est douloureux. Il faut avancer avec beaucoup de prudence sur ce sujet, parce qu'il y a des parents qui souffrent réellement de ne plus voir leurs enfants. Leur douleur est vraie, elle peut être immense. Une mère qui ne reçoit plus d'appels depuis des mois, un père qui ne connaît plus ses petits-enfants, des grands-parents qui attendent une réponse à un message qui ne viendra pas, tout cela fait mal. Je ne veux pas caricaturer cette douleur. Mais reconnaître la souffrance des parents ne doit pas effacer celle de l'enfant adulte. Les deux réalités peuvent exister. Voilà déjà une première difficulté. Les familles toxiques détestent les nuances. Elles préfèrent les rôles simples: victime, coupable, ingrat, méchante mère, mauvais fils, fille, manipulé, père incompris. La psyché humaine, malheureusement pour les scénaristes pressés, est rarement aussi simple. Quand un enfant adulte coupe les ponts, il y a souvent une longue histoire avant le silence final. Très rarement, il se réveille un matin en se disant tiens, aujourd'hui je vais détruire 25 ans de liens familiaux, cela me changera du yoga et du café. Non, il y a eu des tentatives, des discussions, des larmes, des lettres peu être, des phrases dites trop doucement, des phrases dites trop fort, des repas où l'on a encore essayé, des anniversaires où l'on a souri, des fêtes où l'on a serré les dents, des retours à la maison avec le ventre noué. Puis un jour, le corps dit stop. Le corps dit souvent stop avant la morale. La morale dit ce sont tes parents. Le corps répond je tremble avant chaque appel. La morale dit il faut pardonner. Le corps répond je ne dors pas pendant 2 nuits après chaque visite. La morale dit ils ont fait de leur mieux. Le corps répond leur mieux continue de me blesser. Dans le travail thérapeutique, je crois qu'il faut écouter ces deux voix, la morale parce qu'elle rappelle la complexité du lien, le corps parce qu'il ne ment pas facilement, il exagère parfois, il réagit au passé, il alarme trop vite,
Mais il ne parle pas pour faire joli, il parle pour survivre. Une femme de 50 ans qui coupe les ponts avec sa mère n'est pas forcément une femme dure. C'est souvent une femme qui a passé des décennies à être souple, très souple, trop souple. Une femme qui a compris, excusé, attendu, minimisé et expliqué, réessayé. On lui a dit elle est comme ça, ta mère. Phrase redoutable, très populaire dans les familles. Il est comme ça, ton père, très bien. Et toi, comment deviens-tu à force de devoir t'adapter à quelqu'un qui ne se remet jamais en question? Cette question, on la pose beaucoup moins. Elle est pourtant centrale. Je pense à une patiente que j'appellerai Anne. Elle avait 54 ans, 2 enfants adultes, une carrière solide, une voix douce, une fatigue profonde. Elle venait me voir parce qu'elle n'avait pas parlé à sa mère depuis 8 mois. Elle disait « Je me sens coupable, mais quand je lui parle, je me sens détruite. » Voilà le conflit. Pas un conflit superficiel, un conflit entre loyauté et protection. Sa mère ne l'insultait pas toujours. Elle faisait plus subtil, des remarques sur son poids, sur son âge, sur ses choix amoureux, sur sa façon d'élever ses enfants, sur sa maison, sur son divorce, sur sa manière de trop penser. Rien de spectaculaire isolément, mais répété pendant 30 ans, cela devient une pluie acide. Une goutte n'abîme pas la pierre. Des milliers de gouttes, oui. Anne avait essayé de dire à sa mère « Quand tu me parles comme ça me fait mal. » Sa mère répondait « Tu es trop susceptible. On ne peut plus rien te dire. » Voilà une phrase que j'ai entendue souvent. On ne peut plus rien te dire signifie parfois je veux continuer à te blesser sans avoir à supporter ton retour émotionnel. Bon, c'est un peu long, bien sûr, moins pratique à dire au dessert. Alors on dit tu es trop susceptible. Un enfant adulte coupe parfois les ponts parce que sa parole n'a jamais eu de place. Il a essayé de dire, il a essayé de nommer, mais chaque fois on a minimisé, on a retourné, on a nié. On a dit tu inventes, tu exagères, tu n'as pas eu une enfance si malheureuse, il y a des enfants battus, toi tu avais tout. Ah, le concours mondial de la souffrance. Très pratique pour empêcher quelqu'un de parler. Si quelqu'un a eu pire, alors tu n'as plus le droit d'avoir mal. Raisonnement absurde, mais très utilisé. Selon cette logique, une fracture du poignet n'existerait pas parce que quelqu'un quelque part a 2 jambes cassées. Médecine familiale de haut niveau, il faut comprendre une chose essentielle, reconnaître une blessure ne signifie pas nier ce qui a été reçu. Un enfant peut avoir eu des repas, des vêtements, des vacances, de l'aide scolaire, et quand même avoir manqué de sécurité émotionnelle. Il peut avoir été aimé, mais d'une manière qui l'a blessé. Il peut être reconnaissant pour certaines choses et lucide sur d'autres. La maturité psychique commence quand on sort du tout ou rien. Mes parents m'ont donné, mes parents m'ont blessé. Les deux peuvent coexister. C'est pas une contradiction, c'est une histoire humaine. Mais beaucoup de parents ne supportent pas cette coexistence. Ils entendent tu m'as blessé comme tu as été un monstre, alors ils se défendent. Ils se sentent attaqués. Ils répondent par la culpabilité ou le déni. Et l'enfant adulte se retrouve face à un mur. Pas toujours un mur de méchanceté, parfois un mur de fragilité, mais un mur tout de même. On peut avoir de la compassion pour un mur. Cela ne permet pas de passer à travers. La coupure de lien arrive souvent après l'échec répété de la tentative de réparation. Ce point est crucial. Dans un amour sain, ou dans un lien familial suffisamment sain, quand quelqu'un dit « tu m'as blessé », l'autre ne répond pas immédiatement « et moi alors ?» Il essaye d'écouter. Il peut être maladroit, il peut être surpris, il peut avoir besoin de temps, mais il montre une curiosité. Il demande « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand est-ce que tu as ressenti ça ? Je ne l'avais pas vu. » Même si la conversation est inconfortable, elle reste possible. Dans un lien toxique, la parole de l'enfant adulte devient un danger à neutraliser. On ridiculise, on se victimise, on change de sujet.
On accuse le conjoint, le thérapeute, Internet, les livres de développement personnel, parfois même les hormones si la personne est une femme, tout sauf regarder. Le parent dit depuis que tu vois cette psy, tu as changé. Oui, c'est parfois le but. Quand quelqu'un apprend à ne plus se laisser écraser, il change. On peut trouver cela regrettable si l'on profitait de l'ancienne version. Le premier grand motif de coupure, c'est donc l'invalidation chronique. L'enfant adulte ne supporte plus que sa réalité soit niée. Il ne veut plus être obligé de prouver ce qu'il ressent. Il ne veut plus aller à chaque repas familial comme un avocat qui doit défendre son dossier devant un juge qui a déjà rendu son verdict. Il veut être cru, ou au moins entendu, pas forcément approuvé, entendu. J'insiste sur cette différence. Entendre ne veut pas dire être d'accord avec tout. Un parent peut dire « Je ne me souviens pas des choses comme toi, mais je vois que tu as souffert et je veux comprendre ». Cette phrase peut déjà ouvrir une porte. Elle n'exige pas que le parent se condamne entièrement, elle exige seulement qu'il reconnaisse la réalité émotionnelle de l'enfant. Mais pour certains parents, même cela est impossible. Ils pensent que reconnaître la douleur de leur enfant, c'est perdre leur statut de bons parents. Alors ils préfèrent perdre l'enfant plutôt que perdre leur image. C'est tragique. Et très fréquent. Le deuxième motif de coupure est la culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Tu verras quand je ne serai plus là. Tu me fais mourir de chagrin. Ces phrases créent un lien par la dette. Elles font de l'amour une facture. Beaucoup d'enfants adultes coupent les ponts quand ils comprennent qu'ils ne pourront jamais rembourser assez pour être libres. Chaque choix personnel devient une trahison. Partir, vivre ailleurs, élever ses enfants autrement, ne pas venir le dimanche, choisir un partenaire, refuser une visite, poser une limite. Tout devient preuve d'ingratitude. Je vais dire une phrase très simple, mais importante. Un enfant ne doit pas sa vie à ses parents comme on rembourse un crédit. La reconnaissance est belle quand elle est libre. Elle devient toxique quand elle est imposée. Un parent donne parce qu'il est parent. Il peut espérer de l'amour, du respect, de la présence, bien sûr. Mais il ne peut pas transformer tout ce qu'il a donné en chaîne. L'amour parental sain prépare l'enfant à devenir libre. L'amour parental possessif prépare l'enfant à se sentir coupable d'exister sans autorisation. Dans les relations amoureuses, on retrouve souvent ce même mécanisme. Une femme qui a grandi dans la dette affective peut accepter des partenaires qui lui donnent peu et exigent beaucoup. Elle se sent redevable dès qu'on l'aime un peu. Elle confond gratitude et soumission. Elle pense « Il a été gentil, je ne peux pas poser de limites ». Si tu as appris que recevoir t'oblige à t'effacer, tu risques de vivre l'amour comme une dette permanente. Voilà pourquoi je parle d'amour rationnel, pas un amour froid, un amour qui remet les responsabilités à leur place. Je peux recevoir sans me vendre, je peux aimer sans m'annuler, je peux être reconnaissante sans être captive. Se détacher n'est pas se désintéresser. Cette phrase est fondamentale dans les histoires familiales. Se détacher d'un parent culpabilisant ne veut pas dire ne plus l'aimer. Cela veut dire cesser de confondre amour et obéissance. Tu peux aimer ta mère et ne pas répondre à ses appels 3 fois par jour. Tu peux aimer ton père et refuser ses remarques humiliantes. Tu peux respecter ton histoire familiale et ne pas sacrifier ta santé mentale sur l'autel du « on a toujours fait comme ça ». Les traditions familiales ne sont pas toutes des trésors. Certaines sont des prisons avec des photos encadrées. Le troisième motif de coupure est le refus des limites. C'est probablement l'un des plus fréquents. L'enfant adulte dit « Je ne veux plus que tu viennes sans prévenir ». Je ne veux plus que tu critiques mon conjoint. Je ne veux plus que tu parles de mon corps. Je ne veux plus que tu dises ça devant mes enfants. Et le parent entend « Tu ne m'aimes plus » ou pire
Tu me rejettes. Alors il insiste, proteste, dramatise. Il dit, on ne peut plus rien faire. Tu mets des barrières. Dans une famille, il ne devrait pas y avoir de limites. Si, justement. Dans une famille saine, il y a des limites. Les limites ne sont pas des murs contre l'amour. Ce sont des portes qui permettent à l'amour de circuler sans envahir. Une maison sans porte n'est pas plus chaleureuse. Elle est simplement inhabitable. Les limites disent « ici commence mon espace, ici commence le tien ». Nous pouvons nous rencontrer, mais pas nous dévorer. Beaucoup de parents confondent proximité et accès illimité. Ils pensent que parce qu'ils ont changé les couches de leur enfant, ils gardent un droit éternel sur ses choix, son corps, son temps, son couple, son argent, ses enfants, son canapé, parfois même son réfrigérateur. Il y a des parents qui entrent dans la vie adulte de leur enfant comme on entre dans une pièce dont on aurait gardé la clé. Puis ils s'étonnent que l'enfant change la serrure, mais parfois, changer la serrure n'est pas un manque d'amour, c'est une mesure d'hygiène psychique. Je pense à Julien, que j'appellerai ainsi. 48 ans, il avait coupé les ponts avec ses parents après des années d'intrusion. Sa mère appelait sa femme pour critiquer leur manière d'élever les enfants. Son père faisait des remarques humiliantes devant les petits-enfants. Quand Julien disait stop, ses parents répondaient « Tu es manipulé par ta femme ». Grand classique. Quand un enfant adulte pose enfin une limite, la famille toxique cherche souvent un coupable extérieur, le conjoint, le thérapeute, les amis, une secte imaginaire. C'est plus facile que de dire peut être que notre manière d'aimer l'étouffe. Julien avait essayé de maintenir le lien. Il avait proposé des règles, pas de critique devant les enfants, pas d'appel à sa femme pour contourner ses décisions, pas de visite sans prévenir. Ses parents ont refusé. Ils disaient « on est comme on est ». Cette phrase est parfois le cercueil de la relation. « On est comme on est » signifie « nous préférons rester identiques plutôt que de préserver le lien ». Alors Julien a pris de la distance. Il ne voulait pas punir. Il voulait protéger sa famille et son propre équilibre. Il faut le dire clairement, lorsqu'un enfant adulte pose des limites et que le parent les viole systématiquement, la coupure devient parfois la seule limite que le parent comprend. Pas la plus souhaitable, pas la plus douce, mais la seule qui reste. La coupure est souvent une limite de dernier recours. Le panneau « Attention » a été ignoré, le feu orange a été ignoré, le feu rouge a été ignoré. À un moment, la route est fermée. On peut s'indigner de la fermeture, mais il serait plus utile de se demander pourquoi tous les signaux précédents ont été méprisés. Le quatrième motif est la répétition des humiliations. Certaines familles disent qu'elles taquinent. Elles rient du poids, du caractère, du divorce, de la carrière, du célibat, de la sensibilité, de la manière de s'habiller. Quand l'enfant adulte se blesse, on répond « Tu n'as aucun humour ». L'humour, encore lui, j'aime l'humour. Mais l'humour qui frappe toujours dans le même sens n'est pas de l'humour, c'est une hiérarchie avec des rires autour. Si une personne rit et l'autre encaisse, c'est pas de la complicité, c'est un petit théâtre de domination. Les humiliations familiales sont particulièrement destructrices parce qu'elles viennent de ceux qui sont censés nous protéger. Un inconnu qui se moque, c'est désagréable. Un parent qui se moque de ce qui nous rend vulnérables, c'est une trahison plus profonde. L'enfant apprend « ceux qui m'aiment peuvent me ridiculiser ». Plus tard, il acceptera, peut, être des partenaires qui font pareil. Il dira « il est juste taquin ». Non, peut être qu'il est méprisant avec un sourire. Ne collectionne pas les amours toxiques et ne collectionne pas non plus les liens familiaux toxiques sous prétexte qu'ils sont anciens. L'ancienneté d'un lien ne garantit pas sa qualité. Une douleur ancienne reste une douleur, parfois elle devient même plus difficile à voir parce qu'elle fait partie du décor. On s'habitue à l'humiliation comme on s'habitue à une mauvaise odeur dans une maison.
Les invités la sentent tout de suite, les habitants moins. Le travail thérapeutique consiste parfois à rouvrir les fenêtres. La cinquième raison est le rôle imposé. Dans certaines familles, chaque enfant reçoit un rôle et n'en sort jamais. Le fort, la gentille, le problème, le sauveur, le clown, la responsable, l'égoïste, le fragile, celui qui réussit, celle qui déçoit. Et même à 50 ans, le rôle continue. Tu arrives à Noël et en 5 minutes, tu redeviens l'adolescente qu'on critiquait, la fille trop sensible, le fils trop distant, la sœur compliquée. C'est presque magique, pas dans le bon sens. La famille a parfois ce pouvoir étrange de te faire régresser plus vite qu'une chanson des années 80 dans un supermarché. Un enfant adulte coupe les ponts quand il comprend que sa famille ne veut pas rencontrer la personne qu'il est devenu. Elle veut seulement remettre en scène le personnage qu'elle connaît. Or, grandir, c'est changer. Si tes parents refusent ton changement, ils ne sont pas en relation avec toi. Ils sont en relation avec leurs souvenirs ou avec leur besoin de te garder à une place. C'est très douloureux, parce qu'on peut être physiquement présent dans sa famille et psychiquement invisible. Je me souviens de Claire, 50 ans, qui disait dans ma famille, je suis toujours celle qui dramatise, même quand je parle calmement. Sa sœur pouvait se mettre en colère, on disait qu'elle avait du caractère, Claire exprimait une limite, on disait qu'elle faisait une crise, elle avait donc fini par ne plus venir au repas. Non parce qu'elle n'aimait personne, parce qu'elle ne supportait plus d'être enfermée dans un rôle qui annulait tout son travail intérieur. Le sixième motif est la parentification. Mot un peu technique, mais simple à comprendre, c'est quand l'enfant devient responsable émotionnellement du parent, il doit rassurer sa mère, calmer son père, écouter les confidences conjugales, protéger l'ambiance, être mature trop tôt. Plus tard, l'enfant adulte peut couper les ponts parce qu'il ne veut plus être le thérapeute gratuit de ses parents. Il ne veut plus recevoir les plaintes, les angoisses, les reproches, les secrets, les conflits. Il veut redevenir fils ou fille. Et parfois, comme cela n'a jamais été possible, il s'éloigne. Beaucoup de femmes ont été parentifiées. Elles ont appris très tôt à sentir l'humeur de la maison, à ne pas déranger, à consoler, à faire rire, à réussir pour rassurer, à être sages. Plus tard, elles deviennent très compétentes en amour toxique. Je dis cela avec tendresse, mais aussi avec précision. Elles savent porter, elles savent excuser, elles savent s'adapter. Elles savent lire les microsignes de rejet. Elles savent devenir indispensables. Le problème, c'est qu'elles confondent parfois être indispensable et être aimé. Ce n'est pas la même chose. On peut être indispensable à quelqu'un qui ne sait pas nous aimer. Un amour sain ne te demande pas d'être utile avant d'être toi. Une relation familiale saine non plus. Tu ne devrais pas avoir à mériter ta place en régulant tout le monde. Si chaque interaction avec tes parents te laisse vidé, coupable, responsable de leur humeur, il est normal que ton système nerveux cherche une sortie. La coupure peut alors devenir un acte de survie, même si elle est douloureuse. Je veux faire ici une pause importante. Couper les ponts n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, une distance partielle suffit, moins d'appels, des visites plus courtes, des sujets interdits, des limites claires, une médiation, une thérapie familiale, quand c'est possible. La coupure totale est lourde. Elle peut soulager, mais aussi laisser du chagrin, de la culpabilité, des questions. Il ne faut pas la romantiser, mais il ne faut pas non plus la diaboliser. Dans certaines situations, c'est le seul espace où la personne peut enfin se reconstruire. Un micro-exercice peut aider à clarifier. Demande-toi, après un contact avec mes parents, que se passe-t-il dans mon corps et dans mon esprit pendant les 24 heures suivantes? Suis-je apaisée, triste mais stable, heureuse, reliée? Ou suis-je anxieuse, honteuse, en colère, épuisée, confuse, ramenée à une version de moi que je croyais avoir quittée? Le corps est un excellent observateur.
Il n'a pas toujours le vocabulaire universitaire, mais il a des archives. La neuroplasticité nous enseigne que les circuits relationnels peuvent changer, mais ils changent avec des expériences répétées. Si chaque contact répète la même blessure, le cerveau consolide la souffrance. Si de nouveaux contacts sont possibles avec de nouvelles limites, alors un autre circuit peut se créer. C'est pour cela que les mots ne suffisent pas. Un parent peut dire « J'ai compris, mais si au repas suivant il recommence exactement les mêmes remarques, le système nerveux de l'enfant adulte entend les actes, pas le discours. Le corps est très peu impressionné par les belles promesses sans comportement. Il a raison. Le corps est parfois plus rationnel que les discours. Ce que tu ressens en ce moment, cette reconnaissance douloureuse, cette fatigue d'avoir, peut être porté trop longtemps à un lien qui te blessait, cette culpabilité mêlée à un soulagement que tu n'oses pas avouer. C'est exactement pour cela que j'ai créé cet e-book. Briser est par design, c'est un guide que tu peux télécharger dès aujourd'hui. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Pas pour te donner des réponses toutes faites, parce qu'une famille ne se résume pas en 3 citations bien alignées, mais pour t'accompagner semaine après semaine, là où tu en es, avec des exercices concrets pour comprendre tes loyautés invisibles, tes blessures d'attachement, ta culpabilité, et reconstruire un amour plus sain envers toi-même. Continuons avec une question délicate. Les parents toxiques savent-ils qu'ils sont toxiques? Parfois oui, souvent non. Beaucoup sont convaincus d'avoir tout donné et c'est peu être vrai selon leur grille de lecture. Ils ont travaillé, ils ont nourri, ils ont protégé, ils ont fait ce qu'ils avaient reçu, parfois même mieux que ce qu'ils avaient reçu, mais faire mieux que ses propres parents ne signifie pas avoir donné ce dont l'enfant avait besoin. C'est une vérité difficile. On peut progresser dans une génération et blesser quand même la suivante. La psychologie familiale n'est pas un concours de bonnes intentions. Certains parents ont été eux-mêmes élevés dans la dureté, ils n'ont pas appris à s'excuser, ils confondent respect et obéissance. Ils pensent qu'un enfant qui parle de sa douleur attaque l'autorité parentale, ils ont peur de la honte, alors ils se défendent, cela mérite de la compassion. Mais la compassion n'oblige pas l'enfant adulte à rester disponible pour être blessé. Je peux comprendre d'où vient ton incapacité, sans accepter de vivre sous son poids. C'est là que l'amour rationnel est nécessaire. L'amour émotionnel seul dit « ce sont mes parents, je dois rester ». La colère seule dit « ils sont mauvais, je les efface ». L'amour rationnel regarde plus précisément quel est le niveau de danger psychique, y a-t-il une capacité de dialogue, les limites sont-elles respectées, le lien me détruit-il ou peut-il être transformé, quelles formes de distance sont possibles, qu'est-ce que je dois protéger en moi? Ce n'est pas froid, c'est adulte. Il existe aussi des cas où la coupure vient d'un malentendu, d'une influence extérieure, d'un conflit qui aurait pu être réparé. Oui, cela arrive, il faut rester nuancé. Tous les parents coupés ne sont pas toxiques, tous les enfants qui coupent ne sont pas lucides. Les humains sont complexes et parfois très maladroits, ce qui explique une grande partie de l'histoire mondiale et des repas de famille. Mais dans beaucoup de cas, quand un enfant adulte coupe les ponts durablement, il ne faut pas demander seulement pourquoi est-il parti. Il faut aussi demander qu'a-t-il essayé de dire avant de partir. Cette question change tout. Qu'a-t-il essayé de dire? Peut être arrête de me critiquer, respecte mon conjoint, ne parle pas de mon corps, ne minimise pas mon enfance, ne me fais pas culpabiliser, ne viens pas chez moi sans prévenir, ne m'utilise pas comme confident, reconnais au moins que tu m'as blessé. Si ces phrases ont été ignorées, la coupure devient plus compréhensible, pas forcément moins douloureuse, mais plus compréhensible. Pour les parents qui écoutent ce type de vidéo, la tentation est grande de dire « mais moi aussi j'ai souffert ». Oui, certainement.
Mais si ton enfant te parle de sa blessure, commence par rester avec sa blessure. Tu pourras parler de la tienne ensuite. Beaucoup de dialogues échouent parce que le parent répond à la douleur de l'enfant par sa propre douleur. L'enfant dit « tu m'as blessé », le parent répond « tu me blesses en disant ça ». Et la conversation se renverse. L'enfant redevient responsable du parent, le vieux système recommence. Fin de la tentative. Une réponse plus saine serait « c'est difficile pour moi d'entendre cela, mais je veux essayer de comprendre ». Cette phrase est magnifique. Elle ne demande pas aux parents d'être parfaits. Elle demande seulement une capacité de contenance, contenir son propre malaise pour entendre celui de l'autre. C'est une compétence fondamentale dans l'amour sain. Pour l'enfant adulte, l'enjeu est différent. Ne pas se perdre dans l'explication infinie. Certaines personnes passent des années à préparer la phrase parfaite qui fera enfin comprendre leurs parents. Elles deviennent spécialistes de la nuance, de la pédagogie émotionnelle, de la lettre de 12 pages. Parfois cela aide, parfois non. Il faut savoir reconnaître quand expliquer devient une forme de dépendance. Tu cherches encore la validation de ceux qui t'ont souvent invalidé. Tu veux qu'ils reconnaissent ta douleur pour avoir enfin le droit de te croire. Mais tu peux commencer à te croire avant qu'ils reconnaissent. Je sais ce que j'ai vécu. Cette phrase n'est pas une arme, c'est un sol. Si tu coupes les ponts ou si tu envisages de le faire, il est important de distinguer protection et vengeance. La protection dit « je m'éloigne pour préserver ma santé mentale ». La vengeance dit « je veux que tu souffres comme j'ai souffert ». Les deux peuvent parfois se mélanger parce que nous sommes humains, pas des statues bouddhistes parfaitement éclairées. Mais plus tu clarifies ton intention, plus ta décision sera saine. Une distance protectrice peut être ferme sans être cruelle. Elle peut dire « je ne suis pas disponible pour ce type de relation ». Si un jour un dialogue respectueux est possible, je verrai. Elle ne dit pas nécessairement « tu n'existes plus », même si, dans certains cas graves, la coupure totale et durable est nécessaire. Il faut aussi penser aux petits-enfants, quand il y en a, sujet très sensible. Beaucoup de parents disent « tu prives tes enfants de leurs grands-parents », peut être, mais parfois, l'enfant adulte protège ses enfants d'un climat toxique. Les grands-parents ne sont pas automatiquement bénéfiques parce qu'ils sont grands-parents. Un grand-parent qui critique, manipule, contourne les parents, humilie ou crée de la culpabilité peut reproduire les mêmes blessures. Là encore, il faut regarder les faits. Pas seulement les titres familiaux. Être grand-mère, père, fille ou fils n'est pas un diplôme de sécurité émotionnelle. Dans un amour sain, les rôles ne suffisent pas. Les comportements comptent. Je veux revenir sur la culpabilité. C'est le grand nœud. Beaucoup d'enfants adultes qui coupent les ponts sont rongés par la culpabilité, même quand la distance les sauve. Ils se demandent « suis-je cruel ? Et s'il meurt ? Et si je regrette ? Et si j'exagère ?» Ces questions sont humaines. Elles montrent que la personne n'est pas froide. Une personne vraiment indifférente ne se torture pas ainsi, mais la culpabilité n'est pas toujours une preuve de faute. Parfois, elle est simplement le symptôme d'un ancien conditionnement. Si tu as été élevé à croire que tes besoins blessent les autres, tu te sentiras coupable chaque fois que tu te protèges. Demande-toi, suis-je coupable ou suis-je en train de désobéir à un rôle ancien ? Cette question est précieuse. Elle ne répond pas automatiquement. Elle ouvre une enquête. La culpabilité saine signale que j'ai fait du mal et que je dois réparer. La culpabilité toxique signale que je sors d'un système qui profitait de mon absence de limite. Elles se ressemblent dans le corps, mais elles ne disent pas la même chose. Un exercice concret, écris ce que tu te reproches, par exemple je ne vais plus voir ma mère, puis écris pourquoi tu as pris cette distance. Parce que chaque visite finit par des critiques, du déni et plusieurs jours d'angoisse. Ensuite, écris ce que tu as tenté avant. J'ai parlé, j'ai demandé, j'ai limité les sujets, j'ai proposé de voir quelqu'un, j'ai pris des pauses. Enfin, demande-toi,
Si une amie me racontait exactement cela, est-ce que je la traiterais de personne cruelle? Souvent, la réponse est non. Nous sommes plus sévères avec nous-mêmes qu'avec ceux que nous aimons. C'est une vieille habitude, pas une vertu. La coupure familiale peut aussi déclencher une grande tristesse, même quand elle soulage. C'est très important. Certaines personnes pensent que si elles se sentent tristes, c'est qu'elles ont pris la mauvaise décision. Pas forcément. On peut être triste de perdre un lien qui nous faisait mal. On peut pleurer ce qu'on n'a jamais eu. On peut souffrir de l'absence d'une mère tout en sachant que sa présence était destructrice. Ce n'est pas contradictoire, c'est le deuil, et le deuil n'obéit pas au tableau logique. Quand un enfant adulte coupe les ponts, il ne perd pas seulement le parent réel, il perd aussi l'espoir du parent réparateur, celui qui un jour aurait dit « Je comprends, je suis désolé, je t'ai fait mal ». Renoncer à cet espoir peut être très douloureux. Une partie de nous reste longtemps à la fenêtre, attendant une phrase qui ne vient pas. Et parfois, couper les ponts, c'est aussi admettre que cette phrase ne viendra peut-être jamais. C'est une grande douleur. Mais aussi un début de liberté. Parce que tant que toute ta guérison dépend d'une phrase qu'un autre refuse de dire, tu restes prisonnière de son incapacité. Se reconstruire, c'est apprendre à recevoir la validation ailleurs, en thérapie, dans des relations saines, dans son propre regard, dans l'écriture, dans le corps, dans la vie qu'on construit. Cela ne remplace pas totalement la reconnaissance parentale, mais cela permet de ne plus attendre uniquement à cette porte-là. Il y a d'autres portes, certaines s'ouvrent moins dramatiquement, mais elles mènent à des pièces plus respirables. Ne collectionne pas les amours toxiques pour compenser une famille toxique. C'est l'un des pièges les plus fréquents. Quand la famille d'origine a blessé, on peut chercher dans le couple une réparation absolue. On veut enfin être choisi, enfin compris, enfin vu. Mais si l'estime de soi est fragile, on peut aussi choisir des personnes qui reproduisent l'ancien climat. Un partenaire critique, comme le parent critique, indisponible comme le parent absent, culpabilisant comme la mère possessive, fuyant comme le père évitant. Le cerveau confond parfois familiarité et amour. Il se dit « je connais cette musique », oui, mais connaître une musique ne signifie pas qu'elle est bonne pour danser. L'amour rationnel consiste à reconnaître cette tendance et à choisir autrement. Cela demande du temps. Un système nerveux habitué au chaos peut trouver la paix ennuyeuse au début. Une personne fiable peut sembler moins excitante qu'une personne imprévisible. Mais ce n'est pas forcément l'absence de passion. C'est peut être l'absence d'alerte. Et l'absence d'alerte, quand on a vécu longtemps en tension, peut sembler étrange. Donne-lui du temps. La sécurité a un goût discret. Elle ne fait pas toujours de grandes déclarations, elle arrive à l'heure, elle écoute, elle respecte, elle répare. Oui, c'est moins spectaculaire qu'un message ambigu à minuit, mais c'est beaucoup meilleur pour le sommeil. Pour les parents qui veulent réparer, il y a des étapes. D'abord, arrêter de demander immédiatement le retour du lien. Avant de demander reviens, demande qu'ai-je besoin de comprendre. Ensuite, écrire un message court, sans accusation, sans culpabilisation, sans après tout ce que j'ai fait. Par exemple, je comprends que tu aies besoin de distance. C'est douloureux pour moi, mais je veux essayer de comprendre ce qui t'a blessé. Si un jour tu es prêt à me le dire, je m'engage à écouter sans me défendre immédiatement. Cette phrase n'est pas magique, mais elle est beaucoup plus saine que tu me fais souffrir, tu regretteras quand je serai mort. Cette deuxième phrase a un taux de réparation assez faible, bizarrement. Ensuite, il faut tenir dans le temps. Une excuse sans changement devient une nouvelle blessure. Si l'enfant adulte revient un peu et que le parent recommence la critique, l'intrusion ou la culpabilisation,
la porte se refermera encore plus fort. La confiance revient par répétition, lentement. On ne reconstruit pas un pont avec une phrase émouvante. On le reconstruit avec des planches, des clous, du temps et en évitant de remettre le feu au chantier tous les dimanches. Pour les enfants adultes qui hésitent, je propose souvent de penser en degrés de distance. Tout ou rien n'est pas toujours nécessaire. Il peut y avoir la distance émotionnelle, ne plus tout confier. La distance temporelle, voire, moins souvent, la distance thématique, refuser certains sujets, la distance physique, ne pas dormir chez eux, la distance numérique, ne pas répondre immédiatement. Et parfois, oui, la coupure totale, la bonne distance est celle qui te permet de rester en contact avec toi-même, pas celle qui satisfait l'image familiale. Une limite bien posée pourrait ressembler à ceci: je veux maintenir un lien, mais je ne veux plus parler de mon poids, de mon couple ou de mes choix éducatifs. Si le sujet revient, je mettrai fin à la conversation. Puis il faut le faire. Sinon, la limite devient une annonce publicitaire sans produit derrière. Les familles toxiques testent souvent les limites. Pas toujours par méchanceté, par habitude. Si tu cèdes, elles apprennent que la limite était décorative. Si tu tiens, elles peuvent s'ajuster ou se fâcher. Leur réaction donne une information. Il est important de ne pas confondre la colère du parent avec la preuve que tu as tort. Une personne habituée à ton absence de limite peut trouver ta limite violente. Elle dira: tu as changé. Oui, peut être que tu as appris à fermer la porte quand il pleut dans la maison. Ce n'est pas une trahison de la météo, c'est du bon sens. Je voudrais maintenant parler de la paix après la coupure. Beaucoup s'attendent à un soulagement simple. Parfois, il y en a un grand silence. Le corps se détend, les nuits reviennent, les migraines diminuent, les fêtes ne sont plus des champs de mine, mais ensuite vient parfois le chagrin, la nostalgie, la culpabilité, la peur d'avoir été trop loin. C'est normal. Le lien familial est profond. Même toxique, il reste chargé d'histoire, de souvenirs, de besoins infantiles. Couper un lien ne coupe pas immédiatement l'attachement. On peut être libre extérieurement et encore attaché intérieurement. Il faut respecter ce temps. Pendant ce temps, il faut éviter de remplir le vide par une autre dépendance. Travail excessif, relations toxiques, contrôle, isolement, colère permanente. Le vide doit être accompagné, pas seulement rempli. Écrire, parler, se faire aider, créer de nouveaux rituels, construire une famille de cœur, retrouver son corps, développer des liens où la parole est possible. La guérison n'est pas l'éloignement seul, c'est ce que tu construis dans l'espace libéré. Un enfant adulte qui coupe les ponts peut aussi ressentir une identité nouvelle. Il n'est plus seulement la fille d'eux ou le fils d'eux. Il doit se demander: qui suis-je sans ce conflit? C'est une question étrange. Certaines personnes ont été définies par la lutte contre leur famille. Quand la lutte se calme, il y a un vide. Mais ce vide est aussi une chance. Tu peux choisir ce que tu veux transmettre, ce que tu veux arrêter, ce que tu veux réparer en toi, ce que tu ne veux plus reproduire. Les transmissions familiales ne sont pas seulement génétiques, elles sont émotionnelles. On transmet des manières de parler, de se taire, de culpabiliser, de fuir, d'aimer, de punir. Couper les ponts peut être une tentative de couper une transmission. Mais la vraie coupure transgénérationnelle ne se fait pas seulement en ne parlant plus aux parents. Elle se fait en ne reproduisant plus leurs mécanismes. Si tu ne vois plus ta mère, mais que tu te parles à toi-même avec sa voix critique, la coupure est incomplète. Si tu ne vois plus ton père, mais que tu choisis des hommes émotionnellement absents, le vieux lien continue sous une autre forme. La liberté demande un travail intérieur. C'est là que la TCC est utile. Elle nous aide à repérer les pensées automatiques héritées. Je suis égoïste si je dis non, je suis une mauvaise fille, mes besoins sont trop, je dois maintenir la paix. Si quelqu'un souffre à cause de ma limite, je dois retirer
ma limite. Ces pensées doivent être examinées. Quelle preuve? D'où vient cette croyance? À qui profite-t-elle? Que me coûte-t-elle? Quelle pensée plus juste pourrais-je essayer? Une pensée alternative pourrait être je peux aimer mes parents sans accepter d'être blessé, ou la culpabilité que je ressens ne prouve pas que ma limite est mauvaise, ou je ne suis pas responsable de toutes les émotions de ma famille, ou encore protéger ma paix n'est pas effacer mon histoire. Répéter ces phrases crée de nouveaux chemins. La neuroplasticité n'est pas poétique seulement, elle est pratique. Le cerveau apprend ce qu'on répète. Il y a aussi un travail de compassion envers soi. Beaucoup d'enfants adultes se jugent durement. Ils se disent j'aurais dû partir plus tôt, ou j'aurais dû rester, j'aurais dû mieux parler, j'aurais dû être plus forte. Stop. La compassion ne veut pas dire s'excuser de tout. Elle veut dire regarder la réalité de ses ressources à l'époque. Peut être que tu n'avais pas les mots, pas l'argent, pas le soutien, pas la force. Peut être que tu avais encore besoin d'espérer. Peut être que tu étais prise dans l'attachement. C'est pas de la faiblesse, c'est humain. Un amour sain commence par la manière dont tu revisites ton passé. Si tu regardes ton ancienne version avec mépris, tu continues la violence. Si tu la regardes avec lucidité et tendresse, tu commences à réparer. Tu peux dire « Je comprends pourquoi tu es resté. Je comprends pourquoi tu as essayé. Je comprends pourquoi tu as eu peur. Maintenant, je vais t'aider à sortir. » Voilà une parole intérieure profondément thérapeutique. Que faire si les parents vieillissent, tombent malades, deviennent dépendants? Sujet très difficile. La culpabilité peut exploser. La société dit souvent on doit s'occuper de ses parents. Oui, il y a une responsabilité humaine, parfois légale, parfois morale, mais s'occuper ne signifie pas nécessairement se réexposer sans protection. On peut organiser une aide sans redevenir l'enfant soumis, on peut contribuer sans tout porter, on peut visiter avec limite, on peut déléguer. On peut dire je ferai ceci mais je ne peux pas faire cela. La maladie d'un parent ne rend pas automatiquement sain un lien toxique. Elle rend la situation plus complexe, pas plus simple. Faut sortir de l'alternative brutale, tout donner ou abandonner. Entre les deux, il y a des formes de responsabilité protégées. Et parfois, oui, certaines personnes ne peuvent pas revenir du tout parce que le coût psychique serait trop élevé et personne de l'extérieur ne devrait juger trop vite. Les familles vues de l'extérieur ressemblent souvent à des photos. Les blessures, elles, vivent hors cadre. Je veux dire un mot sur les frères et sœurs. Quand un enfant coupe les ponts, les autres membres de la fratrie peuvent réagir violemment. Tu exagères, tu fais souffrir maman, tu détruis la famille. Parfois, ils n'ont pas vécu la même chose. Les parents ne sont pas les mêmes avec chaque enfant. Le même foyer peut produire des expériences très différentes. L'un était favorisé, l'autre critiqué, l'un protégé, l'autre parentifié, l'un invisible, l'autre surveillé. Dire moi je n'ai pas vécu ça ne prouve pas que l'autre ment, cela prouve seulement que les places étaient différentes. La loyauté fraternelle peut devenir une pression énorme. On demande à celui qui s'éloigne de revenir pour préserver l'image familiale. Mais préserver l'image familiale n'est pas forcément préserver la santé de ses membres. Une famille peut avoir l'air unie parce que personne n'ose dire la vérité. C'est une unité de façade. Elle tient jusqu'à ce que quelqu'un cesse de jouer. Celui qui cesse de jouer devient alors le problème. En réalité, il révèle le problème. Il y a une phrase à retenir, dans les familles dysfonctionnelles, celui qui pose une limite est souvent accusé de créer le conflit alors qu'il ne fait que rendre visible le conflit qui existait déjà. Cette phrase peut libérer beaucoup de culpabilité. Je veux maintenant proposer une manière de réfléchir à la décision de couper ou non. Imagine 3 cercles. Le premier cercle, ce que je peux accepter sans me trahir. Le deuxième, ce que je peux tolérer seulement avec des limites précises. Le troisième, ce que je ne peux plus accepter.
mais les comportements dans ces cercles, une remarque maladroite occasionnelle peut être cercle 2, une critique systématique de ton corps, cercle 3. Un parent qui refuse un sujet mais respecte tes limites peut être cercle 2. Un parent qui contourne tes limites, manipule tes enfants ou t'humilie. Cercle 3. Ce travail aide à sortir du brouillard. La souffrance devient plus lisible. Ensuite, définis une conséquence pour chaque limite. Pas une menace, une conséquence. Si tu critiques mon conjoint, je mettrai fin à l'appel. Si tu viens sans prévenir, je n'ouvrirai pas. Si tu insultes, je partirai. La conséquence protège la limite. Sans conséquence, la limite dépend de la bonne volonté de l'autre. Et justement, si la bonne volonté suffisait, tu n'aurais peut-être pas besoin de limite. Je sais que cela peut sembler dur, mais la clarté n'est pas la dureté. La dureté humilie. La clarté protège. Une femme claire peut être tendre. Elle peut pleurer. Elle peut aimer. Elle peut regretter, mais elle ne se sacrifie plus pour maintenir un lien qui la détruit. Pour les parents, la réparation demande souvent de renoncer à l'image de soi comme parent uniquement bon. C'est très difficile. Mais c'est le prix de la rencontre. Tant qu'un parent défend son image plus que le lien, l'enfant reste seul avec sa douleur. Un parent qui veut vraiment réparer doit pouvoir dire « J'ai voulu bien faire, mais je vois que cela ne suffit pas ». Cette phrase est une révolution. Elle ne détruit pas le parent. Elle l'humanise, elle ouvre une possibilité de relation adulte. Certains diront « Mais les enfants aussi doivent reconnaître leurs torts ». Oui, bien sûr. Un enfant adulte peut être injuste, dur, évitant, immature, mais il y a une asymétrie dans l'histoire. Le parent a été l'adulte d'origine, il a eu le pouvoir au moment où l'enfant se construisait. Cela ne rend pas le parent coupable de tout, mais cela crée une responsabilité particulière. On ne peut pas parler d'égal à égal sur l'enfance comme si deux adultes avaient simplement eu un malentendu. Un enfant dépendait, un parent tenait le cadre. Cette asymétrie doit être reconnue. La reconnaissance ne tue pas l'amour, elle le rend possible. Quand la coupure est déjà là, que peut faire l'enfant adulte pour ne pas rester enfermé dans la colère? D'abord, respecter la colère. Elle est souvent venue protéger une partie blessée. Ensuite, ne pas la laisser devenir toute l'identité. La colère peut être une porte de sortie, elle ne doit pas devenir la maison. Si toute ta vie tourne encore autour de ce qu'ils ont fait, ils occupent toujours le centre. La liberté, c'est quand tu peux te souvenir sans être envahi. Quand tu peux dire cela a compté, mais cela ne commande plus. Ce chemin prend du temps. Il passe par des retours en arrière, des dates difficiles, fête des mères, Noël, anniversaire, maladie, décès. Ces moments réactivent tout. Il faut les préparer. Ne pas rester seul si tu sais qu'une date va te secouer. Prévoir un soutien, écrire une lettre que tu n'enverras pas, faire un rituel, honorer ce que tu as perdu. La coupure ne supprime pas le besoin symbolique. Il faut parfois créer ses propres rituels de deuil. Un rituel simple, écrire 2 lettres. La première à tes parents réels, avec tout ce que tu n'as jamais pu dire. La deuxième aux parents dont tu aurais eu besoin, avec tout ce que tu aurais aimé recevoir. Ne les envoie pas forcément, ce n'est pas le but. Le but est de donner une forme à ce qui est resté coincé. Le psychisme aime les formes, il souffre dans le flou. Puis écris une 3e lettre, à toi-même, à l'enfant que tu as été. Dis-lui « Je te crois ». Beaucoup de guérisons commencent par cette phrase « Je te crois ». Pas tu as tout compris parfaitement, pas tout était noir. Simplement, je crois que tu as souffert, je crois que tu as essayé, je crois que tu as eu besoin d'être protégé. Cette validation intérieure est puissante. Je veux maintenant revenir à l'amour sain. Pourquoi parler d'amour sain dans une vidéo sur les parents et les enfants adultes?
Parce que notre manière d'aimer vient souvent de notre manière d'avoir été aimé. Si tu as appris que l'amour culpabilise, tu peux culpabiliser ou te laisser culpabiliser. Si tu as appris que l'amour envahit, tu peux fuir l'intimité. Si tu as appris que l'amour critique, tu peux croire que la critique est normale. Si tu as appris que l'amour se mérite, tu peux t'épuiser à prouver ta valeur. La coupure familiale, quand elle arrive, peut être le début d'un autre apprentissage, aimer sans dette, sans peur, sans effacement, sans domination. Un amour sain ne dit pas « tu m'appartiens », il dit « je te respecte ». Il ne dit pas « tu dois rester parce que je souffre ». Il dit « je veux comprendre ce qui abîme le lien ». Il ne dit pas « après tout ce que j'ai fait ». Il dit « ce que j'ai donné ne m'autorise pas à te contrôler ». Il ne dit pas « tu es trop sensible ». Il dit « ton ressenti compte, même si je dois aussi dire le mien ». Tu vois, l'amour sain n'est pas un amour mou. Il est exigeant, il demande de l'humilité. Beaucoup plus difficile que de faire un grand discours sur la famille. Il faut aussi parler du pardon, parce qu'il surgit toujours. Il faut pardonner à ses parents, peut être, ou peut être pas maintenant, ou peut être pas comme on l'entend. Le pardon véritable ne peut pas être exigé. Sinon, ce n'est plus un pardon, c'est une injonction morale. Pardonner trop vite peut devenir une manière de s'abandonner encore. Avant le pardon, il y a souvent la reconnaissance, la colère, la tristesse, la limite, le deuil. Ensuite, parfois, un apaisement vient, pas toujours une réconciliation. Le pardon intérieur peut exister sans retour du lien. Tu peux cesser de porter la haine sans rouvrir la porte. C'est une nuance importante. Réconciliation et pardon ne sont pas synonymes. La réconciliation demande deux personnes capables d'un lien plus sain. Le pardon peut être un travail intérieur. Tu peux pardonner certaines choses et maintenir une distance. Tu peux ne pas pardonner encore et quand même avancer. Il n'y a pas de calendrier officiel du pardon. Heureusement, parce que l'administration émotionnelle serait déjà assez lourde. Si tu es parent et que ton enfant a coupé les ponts, la première tâche n'est pas de te défendre, c'est de réfléchir. Qu'a-t-il nommé? Qu'ai-je minimisé? Quelle limite ai-je refusée? Ai-je utilisé la culpabilité? Ai-je respecté son adulte? Ai-je confondu amour et contrôle? Ai-je accepté d'entendre sa version sans la ridiculiser? Ces questions sont difficiles, mais elles sont plus utiles que de chercher immédiatement qui l'a influencé. Peut être que quelqu'un l'a aidé à mettre des mots. Cela ne veut pas dire qu'il l'a manipulé. Parfois, quand une personne apprend enfin à dire non, ceux qui entendaient toujours oui appellent cela manipulation. Si tu es l'enfant adulte, la tâche n'est pas de convaincre tout le monde, c'est de rester aligné avec ta vérité sans devenir prisonnier de la colère. Tu peux expliquer à ceux qui méritent une explication, pas à tout le village, pas à chaque tante qui veut savoir ce qui se passe vraiment entre le fromage et le dessert. Ta vie intérieure n'est pas un feuilleton familial, tu as le droit à la discrétion, tu peux dire j'ai pris de la distance pour des raisons importantes et je ne souhaite pas en parler davantage. Phrase courte, très utile. Les phrases courtes sont parfois des clôtures solides. Il y aura des gens qui ne comprendront pas, c'est difficile, mais être compris par tout le monde n'est pas une condition de santé mentale. Sinon, nous serions tous très mal partis. L'essentiel est d'être suffisamment clair avec toi-même et soutenu par quelques personnes fiables. Quelques personnes, pas une armée. Une ou deux présences sûres peuvent aider à traverser beaucoup. Je voudrais terminer la partie centrale avec cette idée. Parfois, couper les ponts n'est pas la fin de l'amour, c'est la fin d'une forme de lien qui détruisait l'amour. C'est paradoxal. On s'éloigne parce que rester rendrait tout plus violent, plus amer, plus impossible. La distance peut préserver une petite zone de respect là où la proximité détruisait tout.
Ce n'est pas idéal. Mais toutes les vies ne nous offrent pas l'idéal. Elles nous demandent parfois de choisir entre deux douleurs, la douleur de rester ou la douleur de partir. Le travail consiste à choisir la douleur qui permet de rester vivant. Je ne romantise pas la coupure, elle est triste, elle laisse des anniversaires étranges, des photos difficiles, des questions sans réponse, mais je refuse aussi de sacraliser des liens qui abîment sous prétexte qu'ils sont biologiques. La biologie crée une origine. Elle ne garantit pas la sécurité. L'amour se prouve dans les comportements répétés, pas dans les titres, pas dans les rôles, pas dans les discours. Si tu as coupé les ponts, ou si quelqu'un les a coupés avec toi, la question la plus adulte n'est pas qui est le monstre. La question est quelle vérité ce silence essaie-t-il de révéler? Parce que même une coupure parle. Elle dit quelque chose de l'histoire, de la limite, de l'échec de la parole, de la nécessité de protéger. Écouter ce que dit la coupure ne signifie pas l'approuver aveuglément. Cela signifie refuser de la réduire à une simple ingratitude. Je ne veux plus confondre loyauté familiale et abandon de moi-même, et je veux apprendre à aimer sans me perdre dans ce que les autres refusent de voir. C'est pour cette reconstruction-là que j'ai voulu créer un chemin plus structuré, plus clair, plus humain. Brisez par Design est un e-book téléchargeable que tu peux acquérir directement depuis la description de cette vidéo ou depuis le commentaire épinglé. Je l'ai pensé comme un système de guérison émotionnel, structuré, semaine par semaine, avec des exercices concrets, des vérités que personne ne t'a jamais dites, et un plan de 30 jours pour commencer à te reconstruire là où tu es, tel que tu es. Ce n'est pas un produit pour accuser tes parents, diaboliser ta famille ou devenir une personne froide, fermée, invivable, ce qui serait assez triste et probablement mauvais pour les repas du dimanche. C'est un guide pour comprendre tes blessures d'attachement, tes biais cognitifs, tes loyautés invisibles, ta culpabilité, ton besoin de reconnaissance et apprendre à poser des limites sans perdre ton humanité. C'est le type de ressources que j'aurais aimé mettre entre les mains de toutes les femmes qui ont cru qu'aimer voulait dire supporter, se taire, revenir, excuser et se sentir coupable de respirer. Tu y trouveras des exercices d'écriture, des phrases de limite, des repères pour reconnaître les liens qui nourrissent et ceux qui vident, et un chemin de 30 jours pour revenir vers un amour sain, envers toi-même d'abord. Ce n'est pas une baguette magique, c'est une main courante pour ne plus descendre seul dans les vieux escaliers de ton histoire. Le lien pour télécharger l'e-book est dans la description et dans le commentaire épinglé, c'est là, à portée de main. Tu peux le trouver juste en dessous si tu veux aller plus loin. Et maintenant, voici ton défi pratique de la semaine. Écris une phrase que tu n'as jamais osé dire à tes parents ou à une personne de ta famille, puis transforme-la en une limite adulte, courte, claire, sans accusation inutile. Pas pour l'envoyer forcément, pour entendre enfin ta propre voix. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la avec une femme qui porte encore trop de culpabilité familiale et dis-moi en commentaire, aujourd'hui, je choisis un amour qui ne m'efface pas. Parce que parfois, couper les ponts n'est pas refuser l'amour, c'est refuser de continuer à appeler amour ce qui empêchait de respirer.